Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube La Société en Jeu. Donc le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Mafia de Cuba. Donc Mafia de Cuba, c'est un jeu qui se joue de 6 à 12 joueurs. Oui, bien entendu, donc il se joue à très nombreux. Pour des parties d'environ 20 minutes, pour des joueurs d'environ 10 ans et plus, et qui est édité par lui-même. Donc voilà, donc c'est un petit indépendant qui a fait le jeu. Mafia de Cuba, alors comment ça fonctionne? Alors c'est un pur jeu d'ambiance, de bluff, de sournoiserie, de cachotterie, bref, tout ce que j'aime. Dans ce jeu, en fait, un joueur va jouer le parrain. Voilà, donc le parrain en fait dispose d'une fausse boîte à cigares, hein, vous pouvez voir, voilà, donc c'est vrai qu'au niveau du matos c'est assez sympa. Fausse boîte à cigares où en fait il a caché de précieux diamants. Voilà, donc il a ses sbires, enfin ses acolytes autour de la table et il va faire passer en fait sa mallette à chacun de ses associés pour confirmer, vérifier, enfin bon bref, au niveau du speed du jeu, après c'est vous qui voyez, voilà, au niveau de l'argent, qu'est-ce qui se passe? Sauf que à chaque fois que vous passez la mallette aux joueurs autour de la table, hein, donc n'oublions pas que ce jeu se joue de 6 à 12 joueurs, donc ça peut être une assez grande table, il y a pas mal de joueurs, chaque joueur va prendre quelque chose. Voilà. Et du coup, le parrain, une fois qu'il récupère sa boîte, elle est beaucoup plus vide qu'elle ne l'était au départ. Qu'est-ce qu'il y a dans cette mallette? Alors, c'est simple. Dans cette mallette, nous avons plusieurs choses. Bon, les règles, bon, ok. Nous avons des tuiles, enfin des tuiles, genre plutôt des jetons, comme des jetons de poker, voilà, je pense que ça rentre aussi bien dans le thème. J'ai des jetons de rôle, voilà, que je vais annoncer ici, je vais les mettre pour que vous les voyez, hop, 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 des petits jetons d'alcool, voilà, et de l'argent, voilà, je vous les montre, de sorte que vous les voyez. Voilà, donc au niveau de l'argent, il faut savoir qu'il y en a 15 au départ. Voilà, donc là vous pouvez voir, hein, la boîte elle est vide. Hein. Ok. Donc, vous avez le petit sachet également du parrain. Alors comment ça joue? Le parrain commence toujours, il ouvre sa boîte et il a la possibilité, s'il le veut, de mettre entre 0 et 5 diamants dans son sa petite sacoche. Voilà. Il va mettre des diamants, ça principalement pour feinter. Ça va surtout servir à partir du deuxième joueur parce que le premier connaîtra la feinte. Il va planquer un certain nombre d'argent s'il le veut, s'il veut, peut laisser tel quel. Par contre, on ne dit pas combien d'argent on met dans le sac. On passe la main au premier joueur. Le premier joueur, du coup, il ouvre, il voit l'argent, voilà, il voit que bon, éventuellement, le parrain a enlevé ou non de l'argent et il va choisir. Alors, on a le choix, du coup, entre un jeton rôle ou de l'argent. À partir du moment où on prend de l'argent, on est considéré comme voleur. Donc si on est voleur, on est automatiquement considéré comme un ennemi du parrain. Pourquoi? Parce que le parrain, une fois que la mallette aura tourné, une fois que la mallette reviendra au niveau du parrain, son but est de retrouver tous les voleurs. Alors, je ne vous cache pas que vous avez volé un diamant ou tous les diamants, vous êtes voleur. Hein. Voilà, il n'y a pas petit voleur, grand voleur, vous êtes voleur. Voilà. Donc, si vous voulez jouer le rôle du voleur, je vais là un petit peu subtil parce que si vous volez tout d'un coup, généralement ça va se voir et c'est plus facile de se faire choper quand on chope beaucoup de diamants. Partons du principe que le premier joueur se dit bon bah moi je vais voler 4 diamants. Hop, donc il va prendre les 4 diamants et discrètement il va les mettre dans sa poche. Dans sa poche où il veut, enfin bref, à un endroit accessible. Voilà. Il passe ensuite au joueur suivant qui fait de même. Il ouvre la boîte, ah ben déjà il manque des diamants. Voilà, après la question c'est ça. Est-ce que c'est le joueur d'avant qui a récupéré de l'argent ou est-ce que c'est le parrain au début qui a mis de l'argent dans le petit sachet? Ça peut être également les deux. Voilà. Mais comme il voit que de toute façon tous les rôles sont disponibles, a priori le joueur d'avant a pris de l'argent. Voilà. Donc pareil, même choix s'impose à lui. On prend de l'argent, on prend des rôles. Bon, partons du principe qu'il va prendre des rôles pour que je puisse vous expliquer un peu les rôles de chacun. Donc, s'il prend un jeton blanc, c'est un jeton fidèle, un jeton associé. C'est-à-dire qu'en fait, on est gentil, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va être complice du parrain. On va tout faire pour que le parrain gagne, parce que si le parrain gagne, on gagne avec lui. Donc, si on prend un jeton, on va essayer d'être le plus honnête possible, on va tout faire pour essayer de démasquer les voleurs. Donc ça, c'est le jeton blanc.
Si on joue le jeton vert, du coup, on est chauffeur. Alors, le jeton du chauffeur est un peu plus retors, hein, si on peut appeler ça comme ça. Il faut bien connaître le jeu et il faut aussi anticiper ce qu'a joué le joueur d'avant. Pourquoi? Parce qu'on va gagner uniquement si le joueur à notre droite gagne. Et le joueur à notre droite, c'est forcément le joueur qui a pris la mallette juste avant nous. Parce qu'il faut oublier que ça tourne dans le sens horaire. Donc, si on est persuadé que par exemple le joueur d'avant, il a pris, je ne sais pas moi, de l'argent, voilà, mais il en a trop pris, bon, et qu'on ne veut pas forcément être pris pour un voleur, on prend le chauffeur, voilà, on gagne si les voleurs y gagnent. Voilà. Si le premier joueur avait pris le jeton chauffeur, forcément son voisin de droite c'est le parrain. Donc on gagne si le parrain gagne. Ça équivaut comme si on avait pris un jeton blanc. Voilà, donc le chauffeur, voilà, c'est cet aspect-là. Si on prend du coup le jeton bleu. Le jeton bleu qui est ici, en fait, c'est le jeton de la CIA. Alors, il y en a deux. Le jeton bleu, en fait, agit seul. Il agit seul puisque... comment dire, s'il est accusé, il gagne la partie, mais il gagne seul. C'est-à-dire qu'en fait, il joue ni avec les voleurs, ni avec les associés. Donc ça peut être en quelque sorte du bluff. C'est-à-dire qu'on va faire exprès de se faire accuser, voilà, pour que du coup on gagne seul. Le problème, c'est qu'il ne faut pas être non plus trop flagrant. On ne dit pas accusez-moi, parce que généralement c'est flagrant. Mais ça peut être aussi la stratégie d'un voleur. Voilà, de dire accusez-moi en se faisant passer pour quelqu'un de la CIA, alors qu'en fait on a un voleur. Donc ça peut être la même chose. On peut aussi du coup jouer le jeton rouge. Alors, le jeton rouge ne se joue pas dans toutes les configurations. Le jeton rouge en fait remplace en fait un jeton fidèle. Si le nettoyeur, donc qui est le jeton rouge, se fait accuser, le parrain en fait il a la possibilité de se dévoiler. Voilà. C'est en fait en quelque sorte un traître, c'est un agent. Voilà. Il gagne seul immédiatement. Voilà. Du coup, ça c'est une variante. C'est vrai que j'utilise quasiment pas. C'est vrai que j'ai un peu de mal à vous expliquer au niveau du jeton rouge. C'est vrai que j'utilise assez rarement. C'est un traître, voilà, qui se joue en fait au niveau du complice. Voilà. Il y a un autre rôle qui peut être joué et se joue du coup tout à la fin. C'est d'être un enfant des rues. Un enfant des rues se joue dans deux situations. Soit si on ouvre la boîte et qu'il n'y a plus d'argent et qu'on veut voler de l'argent, voilà, on a la possibilité d'être un enfant des rues. C'est-à-dire qu'on ne prend pas d'argent, forcément, parce qu'il n'y en a plus. Mais on est considéré en quelque sorte comme voleur. Enfin, on gagne si les voleurs gagnent. Voilà. Deuxième possibilité d'être enfant des rues, c'est si on est le dernier joueur à récupérer la mallette. Parce que comme on a beaucoup moins de choix que les autres et que très souvent la mallette de diamant elle a fortement diminué, on peut jouer l'enfant des rues à ce moment-là. Voilà. Donc une fois que tous les joueurs ont pris de l'argent, d'accord, de l'argent et des rôles, hein, globalement, le parrain il va commencer à interroger tout le monde. Alors, qui es-tu? Quel rôle as-tu pris? Combien il y avait de diamants lorsque tu as ouvert la mallette? Lorsque tu as donné la mallette, qu'est-ce qu'il y avait? Voilà, etc. etc. À vous de faire vos déductions, sachant qu'en fonction du nombre de joueurs que vous jouez, vous avez des fioles de whisky ou du rhum, je ne sais pas ce que c'est, voilà, qui sont en fait des vies. C'est-à-dire que si vous jouez qu'à 6 joueurs, vous en avez un. Je crois qu'à partir de 8 ou 9 joueurs, vous en avez 2. C'est-à-dire que si vous accusez, par exemple, vous jouez à 6 joueurs, vous accusez quelqu'un qui est en fait de votre côté, dans ce cas-là, vous lui donnez la boisson. Par contre, vous n'avez plus le droit de vous tromper. La prochaine fois que vous vous trompez, vous perdez la partie. Et dans ce cas-là, c'est les voleurs qui gagnent. Donc, vous donnez la fiole de whisky lorsque vous accusez un fidèle, lorsque vous accusez un chauffeur et lorsque vous accusez un enfant des rues. Si vous accusez un voleur, tout est bon pour vous parce que du coup vous l'avez trouvé. Par contre, si vous accusez quelqu'un de la CIA, il gagne tout de suite. Donc du coup, là, les vies, c'est même plus la peine, vous avez automatiquement perdu. Donc voilà, j'ai fait le tour au niveau du jeu. Je vous laisse imaginer l'ambiance qu'il y a autour de la table parce que du coup, tout le monde s'accuse l'un de l'autre. Tout le monde se considère comme étant complice du parrain, sachant qu'il n'y en a pas suffisamment. Voilà, généralement, lorsque vous vous trompez une fois que vous désignez un fidèle,
la partie commence à être plus simple pour vous, parce que du coup, vous pouvez vraiment vous fier à son avis, vous fier à son intuition. Encore faut-il qu'il ait bien vérifié ce qu'il y avait dans la boîte. Voilà. Voilà pour Mafia de Cuba. Alors pour moi, j'adore ce jeu parce qu'il y a une très grande interaction. Globalement, tout le monde aime ce jeu. Enfin, tout ça qui j'ai joué, ça passe toujours bien. Il y a une extension qui est sortie, qui fait, je crois, 15 € de mémoire. Voilà, qui rajoute des jetons rôles, des révolutionnaires, une croqueuse de diamants, un faux diamant, enfin bref, il y a plusieurs petits personnages qui se rajoutent. Je crois qu'il y a un faux traître, un avocat, etc., etc. Voilà, qui peut enrichir le jeu, mais qui n'est pas indispensable. Voilà. Le jeu suffit à lui-même. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est que vraiment chaque joueur choisit son rôle. Ça, c'est important de le signaler, parce qu'il y a beaucoup de jeux à rôle caché. Je vais prendre l'exemple de Nosferatu, des loups-garous, Link, voilà, enfin, bref, tous ces jeux à rôle caché où ben, vous tirez une carte de rôle et vous avez ce que vous avez. Là, du coup, c'est vous qui choisissez votre rôle. Vous ouvrez la mallette, vous avez envie d'être gentil, vous prenez un jeton gentil. Vous avez envie d'être méchant, vous prenez des diamants ou le jeton de la CIA. Et c'est ça qui est vraiment bien. Du coup, chaque partie est vraiment différente et s'adapte au style des joueurs. Du coup, au niveau du thème, je trouve qu'on rentre bien là-dedans. Bon, alors ça sent pas le tabac, ça sent pas Cuba, mais en tout cas, on rentre bien dans ce côté un peu mafieux, ce côté un peu inquisition, qui est plutôt bien pensé. Niveau des points négatifs, bah, je dirais peut-être le fait d'être dernier joueur à récolter la mallette, puisque du coup, on est grandement limité dans les choix. Forcément, bon, c'est pour ça qu'ils ont fait la règle de l'enfant des rues, hein, que tu as la possibilité de d'être du côté des voleurs, même si on n'a pas volé d'argent. Mais bon, voilà, c'est vrai que quand on est dernier, bon, ben, on subit un peu le choix des rôles qui nous restent. Mais bon, sachant que c'est un jeu qui se joue rapidement, qu'on fait plusieurs parties, on change le premier joueur et forcément le dernier joueur n'est jamais le même. Donc ça, c'est pas bien grave. Et deuxième point négatif, mais qui est inhérent à tous les jeux d'ambiance et surtout les jeux de rôle, le jeu est très dépendant du roleplay des joueurs. C'est-à-dire que si les joueurs ne jouent pas le jeu, qui sont un peu trop sérieux, trop timides, ne veulent pas bluffer, savent pas mentir, voilà, enfin bref, tous ces petits tracas du quotidien, ça peut plomber. Hein. Moi j'ai déjà fait des parties, il y a des groupes, ça se passe très très bien. Les gens sont dedans, on a l'impression que c'est vraiment, on va vraiment leur voler leur argent. Et autant il y a des gens qui sont très plats, très, ça se lit dans les yeux, je suis voleur, voilà. Donc bon, c'est pas pareil, voilà. Néanmoins, à conseiller, si je devais lui donner une note, je mettrais un bon 8 sur 10. Voilà, excellent jeu à conseiller. N'oubliez pas qu'il se joue qu'à partir de 6 joueurs, donc si vous êtes si vous avez l'habitude de jouer globalement à 2, 3, 4, 5 joueurs, c'est mort. 5 à rigueur, ça peut se tenter, peut-être avec une variante, et encore je suis même pas sûr. Et voilà, 6 c'est vraiment le minimum. Moi je joue souvent à 6 ou 7 et ça passe très bien. Voilà, c'est tout pour Mafia de Cuba. N'hésitez pas à mettre un petit like, commenter ma vidéo, vous abonner à ma chaîne. A bientôt, salut!